salut à toutes et à tous, c'est Darvigilant, donc bienvenue pour cet épisode 3 de la saison 3 de Comics Web TV. Juste avant de commencer l'émission, alors il y a deux trois petits trucs qu'il faut que je vous dise. Numéro un, c'est que je suis très malade, j'ai chopé la crève, donc de la fièvre, tout ça, donc si vous m'entendez tousser dans la vidéo, c'est tout à fait normal, hein, j'en suis désolé d'avance. Et deuxième truc, c'est que j'ai retrouvé du travail, donc je sais pas comment tout ça va se passer. L'émission va sans doute connaître une baisse de régime au courant de fin février, début mars. Voilà quoi, le temps de me refaire à avoir une vraie vie, hein, entre guillemets. Et, euh, et voilà. Donc alors, on commence ces sélections de janvier, ouais, on finit janvier avec Batman Saga numéro 30 et 33. Donc qui contient les épisodes 31 de Batman Saga, 31 de Detective Comics, 32 de Batman et Robin, donc Batman et Ra's al Ghul, 31 de Batgirl, un de Legend of Dark Knight et encore un autre épisode 1 de Legend of... même 3 épisodes 1 de Legend of Dark Knight. Mais c'est pas les mêmes histoires, donc ça doit être des Legends of the Dark Knight différents, enfin je suppose. Puisque du coup, bah, c'est pas les mêmes histoires en fait. Donc voilà. Donc, en ce qui concerne la série Batman de base par Greg Capullo et Scott Snyder, rien à redire, on continue à la suite de l'excellent Year Zero qui voit enfin du coup le début du dernier combat entre Batman et Riddler. Une confrontation à la fois sur le plan intellectuel et physique pour Batman qui devra tout faire et qui devra se donner à fond afin de battre le Riddler et le Sphinx. Donc il y a un petit côté 12 travaux d'Hercule assez sympathique dans l'épisode, mais dans l'ensemble, Year Zero reste très très bon du début jusqu'à la fin, et pour les détracteurs, bah, on arrive bientôt jusqu'à la fin. Encore deux numéros, hein. Donc courage. Il reste que deux numéros, après c'est fini. Après, concernant Batman et Robin, donc par Peter Tomasi qui cette fois-ci nous amène le personnage de Ra's al Ghul. Après des mois et des mois de poursuite, bah, la confrontation entre les deux est enfin inévitable. Une confrontation assez violente, euh, d'autant que Batman arrive pas tout seul. Il a ramené ses potes, enfin pas la Ligue des Justiciers ni la Bat Family, mais il a ramené des potes. Euh, non voilà, c'est ouais inattendu, c'est le mot, ouais. Mais pour les prochains épisodes, ça va prendre une direction assez surprenante vu le cliff qu'on a eu à la fin. Moi, je ne dirais pas ce que c'est parce que c'est plutôt énorme. J'ai trouvé ça assez monstrueux. Donc voilà, mais en termes de dessin et tout, j'avais trouvé ça déjà plutôt cool. J'ai trouvé une page où Ra's al Ghul et Batman se foutent joyeusement sur la gueule. Voilà. J'aime bien de toute façon voir Ra's al Ghul se combattre avec Batman, c'est son deux de mes personnages préférés, donc j'adore vraiment les voir se battre. Year Zero, j'ai pas montré mes dessins de Greg Capullo, vous commencez à avoir l'habitude, hein, si vous lisez du Batman, vous avez l'habitude un petit peu, hein. Bon, voilà, genre par exemple. Donc voilà. J'ai oublié, mais du coup, Detective Comics numéro 31, si mes souvenirs sont bons, par Francis Manapoul et Brian Bucaleto. J'ai pas vraiment d'avis en fait, c'est du Batman classique, même très classique je dirais. Rien de ouf. Euh, voilà, ouais, c'est du Batman, je dirais pas bas de gamme, mais c'est du Batman standard quoi. Par contre, de très jolis dessins de notre Batman. Mais voilà quoi, c'est pas de ouf et pour moi je trouve que c'est sans plus. Sans plus. Batgirl 31, Batgirl, j'ai lâché l'affaire. Je peux pas vous en dire plus parce que Batgirl, j'ai lâché l'affaire il y a 2 3 mois et j'ai essayé de me remettre et j'ai rien compris. Donc, Batgirl, je me remettrai plus en détail plus tard, on va dire, hein. Et ensuite,
Du coup, j'ai lu les trois Legends of Dark Knight. Donc le premier qui s'appelle Le Majordome est coupable. Euh, c'est une histoire que je trouvais sympathique, mais sans plus. C'était pas l'histoire de ouf pour moi. Avec des dessins très bofs, je trouvais. Donc non, vraiment pas mon truc. Ensuite, tous ceux qui nous tombent dessus. Alors ça, c'est l'autre Legend of Dark Knight scénarisé par Jonathan Larson et dessiné par euh, J.J. Jones, qui met Batman face à l'Amazo. Donc Amazo, android créé par le professeur Ivo, qui a pour principal pouvoir de répliquer tous les pouvoirs des membres surhumains de la Ligue des Justiciers, donc John Jones, Clark, Wonder Woman, Flash et tout ça. Et je l'ai trouvé assez énorme. J'ai beaucoup apprécié et en fait cet épisode je l'ai trouvé cool parce que ça montre encore une fois la supériorité de Batman enfin, qui est l'un des rares à ne pas avoir de pouvoir sur les autres membres de la Ligue qui ont des pouvoirs. Et l'autre Legend of Dark Knight numéro 1 qui s'appelle Le crime que personne n'a commis, scénarisé par Tom Taylor, donc qui a réalisé Injustice et dessiné par Nicolas Scott. Je l'ai trouvé sympa. Moins bien que l'épisode avec l'Amazo, certes, mais sympa aussi avec Robin. Un petit Batman et Robin encore. Donc non, sympa, sympa. Franchement cool, cool, cool. Ensuite, on passe à Superman Saga hors série numéro 2. Alors, là aussi, j'ai pas réellement de véritable point de vue dessus, puisque du coup, c'est Supergirl qui rejoint les Red Lantern. Mais pas tout de suite. Bah non, pas déconner. Parce qu'on a l'épisode 26, 27, 28 et 29 de Supergirl. Ensuite, on a un petit focus sur les Red Lantern. Ensuite, on a l'épisode 29 et 28 et 29 de la série Red Lantern. Bon, jusque-là, pas de problème. Le truc, c'est que Kara ne rejoint les Red Lantern qu'à l'épisode 20. Et encore, je suis pas sûr. Tchac, 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 tchac. Qu'à la fin de l'épisode 28. Qu'à la fin de l'épisode 28. Et l'épisode 29, c'est pas encore totalement ça. Donc, en gros, pour vous donner une idée, pour vous donner un problème, il y a tout ça, tout ça du récit, qui n'est pas l'histoire avec les Red Lantern. Ouais, ouais. Voilà, hein, après, j'ai pas lu beaucoup de Supergirl du New 52, mais ce qui m'ennuie, c'est que du coup, le scénariste, c'est. Comment il s'appelle Tony Bedard, et c'est dessiné par Brian Sinar. Illy Putain, péton. Illy Sinar pour le dessinateur. Et c'est le cas pour tout l'épisode de Supergirl. Et pour les Red Lantern. Tac, 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 c'est Charles Soule sur les Red Lantern et dessiné par Alessandro Vitti. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup en plus Charles Soule sur ce qu'il fait sur Superman Wonder Woman, mais là sur Red Lantern, ouais, bof, 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 quoi. Euh, voilà quoi. Cependant, faut peut-être pas s'arrêter aux détails que je viens de citer parce que, bon, après, scénaristiquement, c'est plutôt cool de voir un Kryptonien posséder un anneau de pouvoir et surtout l'anneau de l'avatar de la rage. Et surtout Kara parce que bon bah ça renforce un peu le cliché Kara en colère, Kara pas contente. Mais voilà quoi, au final ça reste plutôt cool. Euh, Parce que bah du coup un croisement entre l'univers des lanternes et des Kryptoniens, bah ça fait toujours plaisir. Et puis au final, bah Kara, si je dis pas de bêtises, elle doit être dans la Justice League Unlimited, dans la série Justice League Unlimited. Donc j'ai envie de voir comment tout ça va se gérer.
Mais voilà quoi, j'espère que ça sera pas mal par la suite. Et puis ça, bah, ça fait un petit peu évoluer le personnage de Kara qui je trouvais que depuis le début des New 52 tournait un petit peu en rond. Donc bon, à voir. Mais ce n'est pas fini. Eh non! Si vous voulez lire la suite, il faut lire ça dans le prochain Superman hors série qui s'appellera Jour du Jugement. Celui-là. Ouais. Donc voilà, au final, c'est pas ouf. Mais si on n'a rien à faire et qu'on a déjà lu toutes les bonnes lectures du mois, ça peut faire passer un bon quart d'heure de lecture tranquille. Ensuite, du coup, eh ben, c'est tout pour les sélections. On va tout de suite passer à l'instant série. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. My name is John Constantine, and I'm an exorcist. C'est bon pour l'instant série de cette semaine. On commence en fait, du coup, et donc on avait un épisode avec une intrigue plutôt simple. Donc Chaz demande de l'aide à Constantine pour sauver l'âme de sa fille. Épisode dans lequel il se passe pas mal de choses. Le thème général bah, tourne autour de la famille, tout ça. Bon, bref. On découvre, par contre, on découvre du coup au travers de flashbacks un peu plus sur la vie de Chaz et d'où lui vient cette capacité à ne mourir que temporairement. Euh, Comment évolue cette situation avec sa femme et sa fille, pourquoi il traîne avec Constantine, tout ça. Bon, par contre, c'est un peu cliché par certains moments. Heureusement, l'épisode n'est pas totalement focalisé là-dessus. Les autres personnages sont un peu moins mis en avant que d'habitude. Oui, quelques révélations sur le passé de Z, un petit peu aussi sur la mère de Constantine, sans pour autant développer ces sujets de ouf, mais j'espère que ça sera développé plus tard, un petit peu au fur et à mesure de la série. Mais voilà quoi, l'épisode était plutôt cool, le méchant. Donc Félix Faust, un méchant bien connu des lecteurs de Justice League Dark ou de Hellblazer. Ouais, ouais, ouais. Personnage extrêmement bien développé, bien travaillé, bien écrit. Par contre, ce qui lui arrive, c'est complètement con. Non, t'avais Félix Faust, un putain de personnage de comics, tu peux pas faire. Non, non, tu peux pas, c'est pas possible. Donc bon, voilà. Mais au final, l'épisode reste sympa, plutôt intéressant, plutôt distrayant, et bon bah, dommage que la série s'arrête dans 3 épisodes, quoi. Enfin, du moins est en pause. Donc voilà, voilà. On passe ensuite à The Flash, épisode 11. Du coup, toujours sur la CW. C'est marrant, mais à chaque fois que du coup je regarde Flash, j'ai l'impression de retomber sur certains trucs de Smallville en fait. Et c'est ça qui est bon, j'adore vraiment ce côté un petit peu série B pour ados, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, l'épisode était plutôt sympa. J'ai adoré l'épisode de cette semaine du coup avec oh merde, je me rappelle plus du nom du méchant, mais c'est Paid Piper, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, un mec qui envoie des ultrasons avec des gants. Ouais, c'est ça, Paid Piper, donc P.A. Piper en français. Ouh. Euh, donc non, c'était plutôt cool. C'était bah, c'est un vilain interchangeable avec n'importe lequel des autres. C'est encore un Freak of the Week. C'est un peu le nerd surdoué, insupportable. Bref, le gars qu'on déteste vraiment, quoi. Le gars qu'on peut vraiment pas se blairer. Parce qu'il a ce petit côté brillant, mais il a aussi ce petit côté arrogant, insupportable. T'as envie de le frapper toutes les 2 secondes à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Mais bon, il est bien cliché aussi. Mais bon, voilà. On sent malheureusement que le propos, c'était pas vraiment de dire d'amener un nouveau super vilain, mais excusez-moi, mais plutôt de parler de la vilainie du docteur Wells, Orson Welles.
donc qui est lui aussi un personnage de comics, mais je dirais pas qui, hein. Mais voilà quoi, le fil rouge concernant Iris West, il est complètement dispensable, on s'en fout complètement. Donc voilà quoi, c'est un peu con. Mais bon, autrement, à part le Dr. Wells, en fait, j'ai pas trouvé ça sympathie. J'ai rien trouvé de ouf. Cisco, il fait toujours effet parce qu'il est un petit peu, il est un petit peu au centre de l'épisode. Donc Cisco Renard, dire dessus, toujours aussi bon. Ma chouchoute Kathleen, pas de problème aussi. Ça marche toujours aussi bien. L'acteur qui joue Barry Allen, rien à redire. Mais voilà, à la limite, pour moi, le seul, excusez-moi, le seul truc dommage de cette semaine, donc de l'épisode 11 de la série Flash, c'est le méchant. Que j'aurais pas mis ce méchant-là, personnellement, je l'aurais mis plus tard, limite dans un épisode où, à la fin de la saison 1, ou avant le final, où il y aurait tous les Lascars réunis, par exemple. Voilà, voilà. On passe ensuite à le 13e épisode de la série Gotham, et on revient encore sur une histoire de drogue avec Jim Gordon et Harvey Bullock qui s'occupent de l'affaire, sauf que l'affaire implique beaucoup plus que des simples dealers et un tueur. Un tueur se rajoute à l'affaire. Pour corser en plus le délire, il y a une petite histoire de flic corrompu. On obtient donc ensuite la trame principale où on redécouvre que Jim Gordon se refait, donc se réintègre dans le GCPD. Et au fil de l'épisode, il va encore se poser la question, il va encore s'opposer à certains flics de par son affaire, leur faire la morale, se faire réprimander par d'autres flics, demander de l'aide à la pègre de Gotham entre guillemets, refaire face à d'autres flics corrompus, etc., etc. Et on en arrive aux mêmes conclusions et conséquences que les épisodes précédents. Jim Gordon, c'est vraiment le mec complètement légal. Voilà, ça c'est fait, ça commence à devenir un peu chiant d'ailleurs, mais bon. Le ton devient un petit peu plus marqué par contre, un petit peu plus marqué dans cet épisode. Jim commet de plus en plus d'erreurs par contre, en essayant de faire le bien dans une ville rongée par la corruption. Mais c'est le principe de la ville de Gotham, j'ai envie de te dire en même temps, hein, donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, concernant les personnages secondaires, notamment Edward Nigma, le mec glauque de service, il devient un peu touchant dans cet épisode. En plus, il est amoureux chez Menya. Il est amoureux de quelqu'un, mais va vite comprendre que l'amour, c'est pas une simple énigme qu'on peut résoudre. Donc voilà, voilà. On a aussi le droit au pingouin. Putain, le pingouin dans cette série, il est tellement énorme. C'est génial. Puis du coup, le face-à-face entre le pingouin et Fishmonet dans cet épisode, il est énorme, quoi. C'est violent, puissant, c'est super bon. Rien à redire. Le seul petit truc qui me gêne, c'est des scènes totalement dispensables, notamment la partie Selina Bruce Wayne. Donc Bruce apprend certaines vérités que Selina lui révèle, qui font assez mal. Et pour le coup, si c'est vrai, c'est juste une putain de connasse. Et, euh, et je peux comprendre que Bruce soit de l'état dans lequel il est. Mais j'ai pas trouvé ça crédible la façon dont elle lui dit. En fait, j'ai plus l'impression qu'elle lui dit ça pour qu'il lui foute la paix, qu'il arrête de lui courir après. Mais ça passe pas quoi. J'ai trouvé ça un petit peu trop surjoué et heureusement qu'il y avait Alfred. Sinon Bruce il aurait passé des heures encore à pleurer, à pleurer. Mais ça m'a fait rire ce qui s'est passé du coup. Dans ma tête je me suis fait la réflexion, ouais bah on en reparle dans 10 ans quand il aura la cape, le masque et toi le costume de chat. On verra si tu lui tiens les mêmes propos parce que c'était vraiment l'inverse des propos qu'il lui tient dans le comics quoi. Et ça m'a fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Voilà. Mais au final, l'épisode 13 est très, très bien, très, très bon. Franchement, la série Gotham commence à bien, 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 bien m'intéresser, donc rien à redire. Donc alors, on va instaurer un nouveau principe que je mettrai à chaque épisode de l'instant série. Il y a une note sur 10 à chaque épisode de série télé. Donc pour l'épisode 10 de la saison 1 de Constantine, je mettrai la note de 7, parce que l'épisode était plutôt bien ficelé, scénaristiquement c'était plutôt cool, les acteurs étaient plutôt bons, puis on en apprend un peu plus sur l'histoire de chaque personnage, donc ouais, rien à redire.
Pour Flash, épisode 11, saison 1, je mettrais la note de 6,5 parce que j'ai trouvé cet épisode assez dispensable au final. C'était pas le meilleur épisode de la série, c'est sans doute l'un qui m'a moins ouais, celui qui m'a le moins plu. Donc bof bof bof. Ouais, bof bof. Et pour l'épisode 13 de la série Gotham, je mettrais la note de 6,5 parce que je l'ai trouvé vraiment sympa, même s'il manque des trucs et si l'intrigue principale de la série Gotham n'avance pas tant que ça. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cet instant série. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Comics Web TV. Salut! Et donc pour ce bilan du mois de janvier, on commence avec Coffin Hill. Donc à l'heure de Kathleen Cambridge et de Inaki Miranda au dessin, tome 1 qui s'appelle La malédiction des coffins, qui est une histoire un peu de, je dirais, sexe, drogue et magie noire. C'est marqué derrière, hein, j'y peux rien. C'est un petit résumé. Et c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. J'ai plutôt apprécié, je dois dire, cette histoire, donc du coup, qui mêle magie noire et toute la débauche qu'un groupe de jeunes livrés à lui-même peut connaître. Surtout quand ils viennent à la base d'une famille un peu aisée et que le jeune veut se rebeller. Voilà, voilà. Mais c'est vraiment pour public très 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 averti. Enfin, ouais, faut avoir un certain degré de maturité, je pense, parce que bon, bah voilà, vous avez entendu le truc, hein, sexe, drogue et voilà. Mais aussi parce que je trouve certaines pages un peu, bon déjà certaines couvertures un peu osées. Voilà quoi, il y a certaines pages qui sont plutôt glauques. J'en ai pas là qui me viennent, mais notamment par exemple le passage dans l'asile psychiatrique ou alors le passage du rituel de chelou dans la dans la forêt par exemple, il est pas mal celui-là. Mais voilà quoi, c'est quelque chose. C'est quelque chose et personnellement, moi j'adore tout ce qui est très magie noire, très genre, voilà quoi, genre de page. Très projet Blair Witch, tout ça, donc j'ai adoré ce truc Coffin Hill, hein, puis là j'ai trouvé la couverture très très classe, puis le résumé m'avait beaucoup plu, donc enfin, c'est mon cadeau un de mes cadeaux d'anniversaire, donc non non franchement Coffin Hill, je peux que vous le conseiller parce que c'est du très bon. On passe ensuite à Paul Dini présente Batman. Donc qui sera une série en 3 tomes et Coffin Hill, je sais pas, c'est une série à suivre. Le tome 2 sort en juin. Donc ça sera une série en 3 tomes. Paul Dini présente Batman. Donc du coup, Paul Dini qu'on ne présente plus, scénariste de la série Batman des années 90 qui est devenue une série culte. Il apporte dans ce récit en plus des personnages féminins extrêmement importants et mémorables de la mythologie du Chevalier Noir, notamment Harley Quinn, Poison Ivy ou encore Zatanna. Et voilà quoi, pour que ce bouquin me séduise, fallait pas qu'il en dise plus quoi. À partir du moment où je l'ai feuilleté à la Fnac, j'ai vu le Joker, Zatanna, Harley Quinn, et j'ai dit ok, je prends. Je me pose même pas la question. Puis j'avais trouvé la couverture très classe. Euh, donc non, c'est vraiment très bon. Et franchement, Paul Dini, monsieur, connaît bien son affaire. En plus, il est très apprécié des fans. Donc il apporte une approche complètement différente de tous les autres scénaristes qui ont pu travailler sur la série Batman. En assurant une diversité assez intéressante du personnage de Batman, donc sur la série Detective Comics, il me semble. Ouais, ça regroupe les épisodes 821 à 824 de Detective Comics, ensuite 826 à 828, 831, 833 à 834 et 837. Hein, donc c'est plein de petites histoires différentes, on va dire. Voilà quoi, et moi j'avais trouvé ça assez énorme.
Franchement, des histoires qui sont plutôt cool. Il y a des nouveaux vilains qui font une apparition, des anciens qui sont programmes, le Joker, Harley, des guests, Zatanna. Après ce qui s'est passé dans Infinite Crisis, du coup, il y a une petite tension entre elle et Batman par rapport à ce qui s'est passé dans Infinite Crisis. Donc non, voilà quoi, c'est juste énorme et c'est assez bien écrit, c'est assez entraînant. C'est plutôt classique sur le fond, c'est pas une référence incontournable, c'est juste du très bon Batman, un très bon tome 1, et on peut espérer que Urban nous réédite tout le travail de Paul Dini, notamment sur la saga Le Cœur de Silence et Les Rues de Gotham. Mais voilà quoi, c'est très bon, c'est une série en trois tomes, et voilà quoi, puis les couvertures, putain les couvertures, je sais pas qui s'en occupe, mais putain, il y a certaines couvertures qui sont stylées, mais stylées. J'essaie d'en retrouver une là. Ouais, voilà, celle-là. Sur Harley Quinn, petite histoire sur Harley Quinn. J'avais trouvé énorme. Euh, euh, J'ai vu une autre page que j'avais, d'ailleurs, petite référence à Watchmen sur le t-shirt du Joker. Euh, Où j'avais trouvé. Voilà, cette page-là. Avec Batman et Zatanna, c'est juste énorme. Très bon. On continue notre bilan du mois de janvier, du moins les bonnes sorties du mois de janvier avec Injustice, les dieux sont parmi nous, tome 2. Enfin, ouais, année 1, partie 2. Alors, oula, tout mon décor se casse la gueule. On va faire ça comme ça, voilà. Donc du coup, après donc, les 6 premiers épisodes qu'on nous a relatés dans le tome 1, ce tome-là comporte les épisodes 7 à 12 plus l'annual. C'est plutôt pas mal, donc toujours Tom Taylor au scénar, et pour le dessin par contre il y en a plusieurs. Jérémy Rapac, Bruno Redondo, pardon, excusez-moi, Tom Denerick, Kevin McGuire, Neil Gogg et Alessandro Gonzalez. Donc, ouais. Alors, que penser de ce Injustice tome 2? Eh ben, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Ça place vraiment bien le contexte du jeu vidéo. Rien à redire. Putain, je trouve la couverture vraiment pas mal en plus. Le scénario bah, est plutôt cool, l'annual est plutôt sympa, il nous fait intervenir un personnage assez important de l'univers des comics, enfin assez important de l'univers des comics, assez cool du DCverse en règle générale. Ça montre vraiment bien l'évolution de Superman de ce qu'il était à ce qu'il va devenir dans le jeu. Beaucoup de révélations faites, aussi la révélation de l'identité d'un des personnages qui a été faite sur Twitter. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Du coup, même les super-héros ont un Twitter. Et du coup, bah, ça va complètement détruire ce personnage. Mais j'avais trouvé cette action très drôle. Les super-héros, quand ils se battent, ils se clashent sur Twitter. Ils s'unfollow sur Twitter et ils se dislike sur Facebook. Mais, mais c'était très drôle. En tout cas, c'était très drôle. Et le combat final de Storm entre Batman et Superman est énorme avec une putain de référence à Nightfall. Superman qui brise Batman sur son genou. Donc non, c'est vraiment du très bon. Injustice God Among Us tome 2 pour moi est une grosse réussite. J'attends vraiment la suite, le Year 2 et bien sûr le Year 3 avec John Constantine. Hein. Mais voilà quoi, c'est très bon. Injustice tome 2, j'ai vraiment pas apprécié. Alors pourquoi j'ai pas pris le tome 1? On me l'a souvent demandé, mais j'ai répondu, je crois, dans quelques vidéos. Parce que le tome 1 regroupe les 6 premiers numéros et j'ai déjà les 6 premiers numéros en VO. Donc je voyais pas l'intérêt de le racheter. Mais le tome 2, j'avais pas lu la suite. J'ai lu que le Year 3 pour l'instant, enfin du moins une partie du Year 3. Et non, je peux vraiment vous conseiller Injustice Gods Among Us. Enfin, du moins, les dieux sont parmi nous, année 1, partie 2, très bon si vous avez adoré la partie 1 et surtout si vous avez adoré le jeu vidéo. On finit, on finit avec notre partie comics, avec un bon vieux classique de chez Vertigo, Preacher, considéré comme beaucoup, comment dire,
par comme une œuvre majeure de son époque et culte de Garth Ennis. Ouais, scénarisé par Garth Ennis, dessiné par Steve Dillon. Steve Dillon. Dillon, ouais. En plus, on parle d'une série télé basée sur l'œuvre pour bientôt, donc What Else? Et non, voilà quoi, autant dire que de ce titre chez Urban était très 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 attendu. Voilà quoi, donc c'est très bon. Alors du coup, le pitch, c'est qu'au ciel, c'est un peu la panique, les anges, les séraphins, les archanges sont tous en état d'alerte après la disparition d'une entité qui s'appelle Genesis. Sauf qu'on sait pas vraiment ce que c'est que ce truc-là, mais on comprend que c'est assez flippant puisque tout le corps angélique est dans la galère. Oui, il y a un côté de Dieu, d'ange très présent, hein, mais ça c'était dans le titre Preacher. Une église, un curé, tout ça, ça paraissait évident. Donc voilà, pendant ce temps sur Terre, une assez jolie jeune femme blonde était en train de réagir son contrat de tueur à gages, son premier contrat. Et la scène devient assez violente et Tulip s'enfuit avec un mec qu'il a pris en stop, un certain Cassidy, qui est un vampire irlandais. Donc voilà, et dans un petit patelin des États-Unis, genre petite ville de film d'horreur dans le Texas, genre Massacre à la tronçonneuse, on rencontre le pasteur Jesse Custer qui sera le héros, donc lui, qui est complètement déchiré et qui révèle ce que tout le monde va lui confier dans le confessionnal. Le lendemain, après s'être fait défoncer la tête pendant sa nuit enfin, pendant qu'il était complètement sous, toute l'église, enfin toute la ville est là à l'église pour écouter son sermon. C'est à ce moment-là qu'il se fait posséder par Genesis. Et aussi que l'église elle explose. Normal. Et c'est comme ça que commence le récit de Preacher qui est pour ma part assez violent, assez trash, assez gore avec un langage assez cru. On nous explique très vite que Jess, notre héros, est habité par Genesis, qui lui donne le pouvoir de forcer les gens à faire ce qu'ils demandent, ce qui est plutôt cool. Si ça consiste à mettre... enfin, il peut... Ouais, enfin, je vais être... je vais pas trop en dire parce que c'est assez trash, on va dire. Mais bon, voilà, quoi, c'est assez marrant, du coup, des fois. Voilà, grâce à Genesis, issu d'une union interdite et inimaginable, Jesse apprend que Dieu a pris une décision assez impensable et qu'il est décidé à retrouver Dieu pour le mettre face à ses responsabilités. Et du coup, il sera accompagné de Tulip, son ex-fiancée tueuse à gages, le vampire extrêmement chelou, vulgaire et irlandais, au régime alimentaire assez surprenant pour un vampire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un peu le pitch. Et je dois avouer que ça claque. Ça claque sévère. C'est assez sympathique, franchement. J'adore les séries de Vertigo en fait, mais j'ai du mal à en trouver certaines qui me passionnent. Bah là pour Preacher, pour le coup, j'y arrive. Que ce soit le vampire, Tulip, l'ancienne tueuse à gages, ou alors donc le prêtre, là, le curé, je les trouvais énormes, je les trouve énormes les uns comme les autres. Bon alors c'est très... oui, il faut avoir au moins 16 ans, je pense, pour apprécier la lecture de Preacher, parce que c'est très, très hard, très dur. Il y a des passages on va dire, bizarres, certains d'autres assez hot. Donc, mieux vaut avoir un certain recul, je dirais, pour pouvoir apprécier ce Preacher. Par contre, des couvertures extrêmement classe. Donc voilà, Cassidy, le vampire. J'essaie de trouver Tulip, si je la trouve quelque part. Non, Tulip, je ne crois pas que... Ah si, Tulip, elle est là. Donc c'est Tulip. Mais voilà, après on a des couvertures assez trash, assez hardcore, que je montrerai pas, voilà. Mais du coup, ils m'ont fait plutôt plaisir. Ah, Tulip, on la voit mieux là-dessus.
Hein? On la voit mieux. Euh, Ils m'ont fait assez plaisir parce que Urban a eu la bonne idée de faire de la pub pour une prochaine sortie de Vertigo. Une prochaine sortie de Vertigo qui sort, alors si je dis pas de bêtises, février 2015, série en 3 volumes, qui sera dans la série Vertigo classique. Et c'est marqué avant Preacher, il y a eu Hellblazer. Hellblazer qui n'est nul autre que la série, l'ancienne série de Constantine avant les New 52. Donc voilà, sautez-vous dessus, que dire? Que dire? Voilà, donc dès février 2015, donc le 24 si je dis pas de bêtises, ou la semaine d'avant, le série de Gareth Ennis sur la série Hellblazer dans la collection Vertigo Signature sera accompagné au dessin par William Simpson, à l'origine des storyboards de la série Game of Thrones, et plongé dans l'univers mordant du détective John Constantine. Voilà, donc ça aussi, en février les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. C'est dans la même veine que Preacher, même si je pense que c'est un petit peu en deçà niveau violence. Donc voilà, voilà. Donc, petit dernier pour ces sélections du mois donc de janvier. La sortie DVD du mois, Sin City, J'ai tué pour elle, donc Dame for Kill en anglais, avec Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Rosario Dawson, Eva Green et Bruce Willis, qui est donc la suite de Sin City sortie en 2006, il me semble. Et c'est du très très bon, donc scénarisé par Frank Miller et Michelle Rodriguez. What else? Enfin réalisé, pardon, et écrit par Frank Miller. Donc c'est du très bon, du très très bon. Ça se passe donc un petit peu avant le premier. Il y a des passages qui sont avant le premier, d'autres qui sont après. Donc voilà, c'est plutôt du bon. Et franchement, je vous le conseille parce que c'est une tuerie monumentale, quoi. Voilà, donc si Cinti, j'ai tué pour elle, faites-vous plaisir. Voilà. Donc c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous eh bien, dans une semaine pour un prochain Comics Web TV. Salut!